L'agilité comportementale, c'est la capacité qu'une personne a à s'adapter à des situations ou à des personnes de manière appropriée. Au cœur de l'agilité comportementale, qu'est-ce qu'on trouve? La capacité d'être en croissance. Finalement, peut-être pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que la croissance et en quoi ça génère de l'agilité, il faut reprendre l'opposition entre croissance et survie. La croissance, en premier lieu, c'est un mécanisme conscient, c'est-à-dire qu'on est à la tête de nos comportements. En survie, on est agi par nos comportements. C'est-à-dire qu'en fait, on prend conscience de nos comportements une fois qu'on les a réalisés. On verra plus tard que peut-être que les comportements en survie sont gouvernés par des peurs internes cachées et dont on n'a pas conscience au moment où ça se passe. Le deuxième élément, c'est qu'en croissance, en fait, notre stratégie de communication est une stratégie ouverte et qui est, je veux dire, consciente et ouverte. En survie, on est dans une stratégie cachée. On est en train de jouer au billard à plusieurs bandes pour obtenir ce dont on a besoin. Ça, c'est une autre chose. Un autre élément encore, qui je pense qui est très important, c'est que en croissance, on a une vision en fait positive de la relation. C'est-à-dire que la relation, vaut la peine d'être vécue, premièrement, et puis qu'il y a de très fortes chances pour que la personne qui est en survie en face de nous à un moment donné revienne en croissance ensuite. Et ça, l'expérience qu'on a des relations nous montre ça, que c'est vrai dans la quasi-totalité des cas. Et donc, on fait une hypothèse optimiste par rapport à la relation et une hypothèse positive par rapport à la personne qu'on a en face de soi. En survie, c'est tout l'inverse. En survie, c'est tout l'inverse. En fait, on vit l'autre comme à la fois une menace ou un ennemi. On vit l'autre comme quelqu'un qui va nous voler les ressources, je veux dire, et que déjà, peut-être les ressources que l'on a qui sont en insuffisance, en manque, d'une certaine manière. Il y a un autre élément qui va de pair avec ça, c'est que, je l'ai souligné tout à l'heure, la vision même que l'on a de la relation, c'est une vision où on va, en premier lieu, donner de l'énergie à l'autre, c'est-à-dire une vision qui est fondée sur une générosité, et parce qu'on sait d'expérience aussi que c'est quand l'on donne sans rien attendre en retour que l'on reçoit le plus d'énergie. En survie, qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, on ne veut pas donner parce qu'on a l'impression qu'on va perdre les dernières ressources que l'on a. Et peut-être que souvent, d'une manière détournée, on va se mettre même en position de voler de l'énergie à l'autre, d'extorquer de l'énergie à l'autre. Bon, tous ces éléments-là font que entre la croissance et la survie, vraiment, il y a des différences importantes. Il y a d'autres différences qui vont fonder l'agilité comportementale. C'est qu'en croissance, eh bien, on écoute les besoins de l'autre, on écoute les positions de l'autre, on écoute les valeurs, on découvre les valeurs de l'autre en l'écoutant et en se sentant sur lui. Et en fait, on va s'adapter à lui d'une manière spécifique, très souvent de manière créative. Alors qu'en survie, qu'est-ce qui se passe? En fait, nos comportements sont toujours les mêmes, sont répétitifs, automatiques, stéréotypés. Donc d'un côté la créativité, de l'autre côté la rigidité. Bon, tous ces éléments-là marquent la différence entre ce qui est de l'ordre de la croissance et de la survie. On pourrait dire d'une manière globale que, en fait, en croissance, on va se comporter de manière appropriée parce qu'on est à la tête de nos comportements, on est aux commandes de nos comportements. En survie, en fait, on a perdu les commandes de nos comportements sont gouvernés par des peurs internes dont on n'a pas conscience et qui sont les peurs, justement, de ne pas avoir nos besoins satisfaits. Et en fait, ce que génère la survie, c'est qu'à partir de la peur de ne pas avoir le besoin satisfait, en fait, nos besoins ne vont pas être satisfaits. Alors qu'en croissance, justement, en faisant le pari de satisfaire les besoins de l'autre, à l'arrivée, nos besoins vont être beaucoup mieux satisfaits. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que l'élément premier, ce sont les besoins psychologiques.
et que, en fait, les registres de communication sont au service de l'expression des besoins psychologiques ou de la satisfaction des besoins psychologiques. Les besoins psychologiques, on peut les grouper en 4 grandes familles. La famille de l'affection, et là on va utiliser un registre de communication qu'on appelle le registre de la relation. Les besoins de l'attention, de l'écoute, du jeu et tout. Et là, le registre de communication qu'on va utiliser, c'est le registre des idées. Les besoins de confirmation, de structure, de cadre, et à ce moment-là, le langage qu'on va utiliser, c'est le langage de la structure et des processus. Le besoin de considération, de valorisation de soi, de respect, de cohérence. Et puis là, ce qu'on va utiliser, c'est le registre de communication de la valeur et des valeurs. Donc on a 4 grandes familles de besoins, qui sont des systèmes, hein, je veux dire, de besoins reliés les uns aux autres de manière très très proche. Et puis 4 manières de les exprimer, 4 registres de communication, ce qu'on appelle des langages relationnels. Ça, c'est comme ça que le modèle Comprofile est constitué. Alors, juste pour illustrer ça, et regarder comment ça marche. Prenons quelqu'un qui, par exemple, a des besoins de considération importants, des besoins de valorisation de lui-même, de reconnaissance de sa valeur, de son importance, de ses résultats, besoin d'être respecté. Prenons une personne comme ça. Donc, valorisation de soi, reconnaissance de sa valeur, de son importance, de ses besoins. Si vous regardez cette personne, maintenant, si vous avez en tête une personne qui est comme ça, pour qui ces besoins-là sont prioritaires, et que vous la regardez quand cette personne est sous stress, comment cette personne va-t-elle agir lorsqu'elle est sous stress? Sans doute connaissez-vous la réponse. Cette personne, lorsqu'elle est sous stress, va avoir tendance à devenir agressive, peut-être se mettre en colère, rabaisser les autres pour justement se sentir supérieur à eux. S'il y a une erreur qui a été commise quelque part, va avoir tendance à chercher un bouc émissaire ou à désigner quelqu'un d'autre et ne pas être soi-même responsable de ça. Bon, tout ça, vous l'avez constaté, vous l'avez vu dans des situations des centaines et des milliers de fois. Si vous prenez maintenant une autre personne qui a besoin avant tout d'affection, d'un contact sincère et authentique, de se sentir proche des autres, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'harmonie dans les relations. Si cette personne, vous la mettez sous stress, comment va-t-elle agir la plupart du temps? Là encore, vous connaissez la réponse. Cette personne va avoir tendance à se replier sur elle-même, souvent avec des idées qui sont des idées de dévalorisation d'elle-même, ou le sentiment qu'elle n'est pas aimée par les gens qui sont dans la situation. Cette personne va sans doute être passive, plutôt qu'active. Cette personne va essayer de disparaître et va avoir à la fois, en tant qu'émotion, sans doute des peurs de s'exprimer, des peurs de sembler stupide, etc., etc. Si vous regardez bien, par des exemples aussi évidents que cela, en fait, qui sont évidents pour tous les gens qui sont en train d'écouter ces exemples, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on lit des besoins prioritaires, une liste de 3-4 besoins, et des comportements sous stress. En fait, ça, c'est la base d'un profil psychologique. On va s'apercevoir que sous stress, lorsque les gens passent en survie, en fait, leurs comportements non seulement sont automatiques, non seulement sont stéréotypés, non seulement sont répétitifs, mais ils sont aussi stéréotypés. Donc ça, on a le fondement des profils psychologiques. On a, à partir d'un certain nombre de choses et à partir de la priorité d'un certain nombre de besoins, on peut en inférer des comportements. Qu'est-ce qu'apporte le modèle Comprofile en entreprise? Bon, il apporte une certaine lumière avec la typologie et puis bon, l'information que ça apporte à chacun, de savoir de quel profil de communication on est. Je pense que le plus important, ça n'est pas les profils de communication. Le plus important, c'est les concepts de croissance relationnelle et de survie relationnelle.
C'est ça qui nous apporte la plus grande lumière. Moi, personnellement, c'est sur ces concepts que j'ai travaillé le plus depuis 30 ans. Et ce que je voudrais, c'est arriver justement à faire bénéficier les gens d'une bonne définition de ces concepts. Et de voir l'impact que ça a sur les gens au quotidien, et puis de manière générale dans les organisations, l'impact que ça peut avoir. Si vous regardez bien, en croissance, en fait, vous êtes capable, pour être en croissance, il faut être capable de mobiliser ses ressources. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va s'en servir en prenant l'initiative de manière proactive de nourrir les besoins de l'autre, en faisant un pari, un investissement en quelque sorte, sur la relation, sur la qualité de la relation, qui va nous amener à avoir un retour sur investissement ensuite. Ce retour sur investissement, c'est simplement que l'autre va passer en croissance et va venir nourrir nos besoins psychologiques à son tour. En survie, c'est exactement l'inverse. On ne fait pas d'investissement et on a l'impression qu'on est très pauvre en ressources, alors qu'il suffirait de les mobiliser pour être en croissance, mais on n'est pas capable de les mobiliser à ce moment-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme on n'engage pas de ressources, comme on n'investit rien, eh bien, ça ne rapporte rien. Et la relation, en fait, nos besoins ne sont pas plus satisfaits qu'avant, et la relation n'est pas une relation de qualité au bout du compte, tout à l'inverse. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que le résultat des courses, il faut regarder en fait, la relation ou la communication comme une activité économique. Et on investit et on a un retour sur investissement. Ou alors on n'investit pas et on n'a pas de retour sur investissement. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que pour pouvoir investir, il faut avoir des ressources, il faut les mobiliser. Et si on ne les mobilise pas, eh ben, on n'est pas capable justement d'investir. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont les ressources, c'est-à-dire ceux qui sont riches, ben, les riches s'enrichissent. Ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas les ressources pour faire, s'appauvrissent. Donc, vous voyez, dans cette activité économique, dans ce modèle économique-là, c'est la générosité qui va faire que vous allez recevoir beaucoup. Alors ça change tout dans l'approche des gens. C'est-à-dire que l'approche des gens, c'est une approche d'ouverture et de positivité, comme on l'a dit précédemment. Il y a un autre point qui, à mon avis, est très très important aujourd'hui. C'est qu'à partir du moment où on est en croissance et qu'on fonde l'agilité, c'est-à-dire l'adaptation, l'état d'esprit dans lequel on est, d'ouverture, de compréhension de l'autre, d'intelligence des situations, fait que, en fait, on va apprendre à tout moment. La croissance génère la connaissance. Alors que en survie, on n'apprend rien. On croit tout savoir, et donc on ne sait rien, et on n'apprend rien de l'expérience que l'on a. Et dans l'entreprise, ça c'est particulièrement important. À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est vital ? C'est d'apprendre des situations, de pouvoir utiliser la connaissance et la génération des conséquences pour savoir comment s'adapter plus dans le futur, pour pouvoir anticiper le futur. La croissance relationnelle, à mon avis, est la base même de la création de valeur dans le futur. Qu'est-ce qui est à la base de la création de valeur? Avant tout, c'est le potentiel humain de l'entreprise. Pour un manager, pour un dirigeant, quelle est sa mission première? C'est de faire grandir les gens, de les faire se développer, de telle sorte qu'ils expriment leur potentiel et justement qu'ils créent la richesse de l'entreprise.